Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Merci patron, merci patron. Oh, ça rappelle les années 70. Tiens, les Charlots, le capitalisme est déréglé. Non, c'est pas Nathalie Arthaud, c'est pas Philippe Poutou qui l'a dit, c'est Éric Lombard, le directeur général de la Caisse des dépôts. Il a ajouté, depuis 20 ans, il y a trop de revenus qui sont reliés au capital et pas assez au travail. Il a par ailleurs loué les 30 Glorieuses. Tiens, la chanson des Charlots, c'est du début des années 70, c'était la fin des 30 Glorieuses. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, les salaires évoluaient rapidement. Je cite encore Éric Lombard. Et il dit, dans la période qui s'ouvre, on aura deux raisons de distribuer du pouvoir d'achat. L'inflation et la transition écologique qui nécessitera de payer plus cher certains services de base. D'où notre premier débat. Le capital rapporte-t-il trop par rapport au salaire ? Et oh surprise, vous êtes 85,8% à dire oui sur Twitter. Avec nous, Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC. Bonsoir Joseph Touvenel. Bonsoir. Je vais commencer en vous citant Warren Buffett, le milliardaire américain qui disait « Il y a une lutte des classes, bien sûr, mais c'est ma classe, celle des riches, qui fait la guerre, et nous gagnons. » Est-ce que finalement, Warren Buffett ne fait pas le même constat que le DG de la Caisse des dépôts et consignations ? Si, et ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens du système. Le DG de la Caisse des dépôts et consignations, il a fait sa carrière notamment à BNP Paribas pendant très longtemps. Il a été à Bercy, enfin voilà. Et il fait qu'un constat, en disant deux choses d'ailleurs, quand il dit il y a deux raisons d'augmenter les salaires, il en oublie une troisième, c'est le respect de la valeur travail, c'est le respect de l'humain. Et on s'aperçoit que ceux qui sont les plus faiblement payés, souvent, sont ceux qui travaillent avec l'humain. Je pense à tous ceux qui sont au service à la personne. Dans le même temps, aujourd'hui, on apprend, et on peut s'en réjouir, que le CAC 40 a battu un record. Pour la première fois, le CAC 40 dépasse les 100 milliards de profits, de bénéfices nets. Et ça sera sans doute plus. On en a parlé la semaine dernière des profits des multinationales, c'est absolument colossal. On a dépassé les 100 milliards, ce qui n'était jamais arrivé. Alors on peut s'en réjouir, et moi je m'en réjouis, sauf que il y a deux choses. Comment ces profits sont-ils réalisés et comment on redistribue ensuite ces profits qui en bénéficient. Et ça, c'est une partie du débat. L'autre partie du débat, c'est est-ce que les salaires sont assez élevés en France ? Visiblement non. Parce que si on regarde la moyenne des salaires ou si on regarde la médiane, on est plutôt médiocre. Mais si à cela on rajoute le coût de la vie, alors c'est pas qu'on est médiocre, c'est que par rapport à nos principaux partenaires européens, on est très très mauvais. Sophie Audugé. Oui, disons que je partage l'analyse qu'a présentée Joseph, évidemment. Après, c'est toujours très compliqué de comparer une approche internationale et le cas particulier de la France. Il est évident qu'en France, on a de toute façon une taxation sur les salaires qui est beaucoup trop importante, ce qui fait qu'entre ce que l'entreprise va payer comme salaire avec les charges diverses et variées et ce qui va arriver sur le compte du travailleur, il y a quand même énormément de charges et donc du coup il n'y a plus grand chose qui arrive sur le compte en banque du travailleur. Ce qui est par contre effectivement ce qu'on constate, c'est qu'on a quand même le sentiment que ce phénomène qu'on a appelé pendant un moment les travailleurs pauvres devient sur une partie de notre population, en tous les cas d'actifs, assez réel. Je veux dire, à partir du moment où vous augmentez le coût de l'énergie, que vous augmentez le coût de l'essence et que vous vous retrouvez avec toute une France qui peine à joindre les deux bouts dès lors qu'elle a à peu près une maison, un appartement et 2 enfants, ça pose quand même question. Nous, on s'intéresse évidemment chez SOS Éducation à la situation des enseignants. Il y a eu un gel du point d'indice depuis presque 20 ans. Oui. Ce qui fait que de toute manière, je veux dire, c'est même invraisemblable que tous les candidats à la présidentielle, plutôt que de faire les Jeux Olympiques, des propositions toutes plus demeurées les unes que les autres, ne commencent pas à dire tous, clairement, on dégèle le point d'indice, on se réaligne sur effectivement ce qu'aurait dû être le salaire d'un enseignant par rapport à sa contribution, et on crée tout un ensemble de systèmes de rémunération appliqués aux missions qu'on va donner à cet enseignant, du travail, effectivement, du soutien scolaire, éventuellement des interventions dans des zones particulièrement difficiles qui nécessitent d'être des enseignants très charpentés, enfin qu'on ait une vraie démarche d'accompagnement du travail et de la contribution avec une rémunération qui soit ad hoc. Pour les charges, c'est vrai, mais elles ne sont pas tout à fait inutiles, ce ne sont pas que des charges. C'est-à-dire c'est une redistribution sociale, peut-être et même certainement trop importante quand elle pèse sur les entreprises, mais les 100 milliards d'euros de bénéfices nets, ils ont payé leurs charges sociales.
Donc comment on distribue ce bénéfice net? À qui il revient? Est-ce qu'il repart dans la financiarisation du monde ou est-ce qu'il repart en partie plus importante sur ceux qui l'ont fait en premier, les travailleurs, et puis sur l'outil de production, plutôt que d'aller alimenter la bulle financière? Et en fait, notre problème, globalement, c'est que ça part plutôt alimenter une bulle financière que de maintenir un outil de production, tout en sachant qu'il y a des gens qui savent le faire. C'est l'exemple de Tyson, émission hier à la télé britannique. Tyson, vous savez, les aspirateurs. Dyson. C'est très moderne, c'est tout ce qu'on veut, etc. Ils ont fermé leur usine en Grande-Bretagne, ils sont allés en Malaisie. En Malaisie, les gens sont peu payés, on leur retire leur passeport quand ils sont étrangers, il y a une milice qui les surveille, des conditions de vie abominables et 18 heures par jour de travail. Et bien ce monde-là, c'est celui aussi qui nous coule. Oui, mais Joseph, justement par rapport à la globalisation et à la mondialisation, le problème c'est qu'ils vont payer des charges dans tous les pays sur lesquels ils sont implantés, mais que nous, le travailleur français qui va travailler pour ces entreprises-là, touchera beaucoup moins à la fin. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il faut réguler la mondialisation. Oui, Boris Faure. moi je crois qu'on apprend peu des crises économiques. La crise des subprimes en 2008 a pourtant prouvé que le capitalisme était devenu fou et que le risque systémique était là, c'est-à-dire qu'il y avait véritablement un risque d'effondrement et de ruine généralisé. Et je ne trouve pas que les réponses politiques aient été depuis à la hauteur de tout ça. Je nuance mon propos. On a quand même la Banque Centrale Européenne qui a modifié en fait sa politique, puisque maintenant elle rachète une partie des dettes des États pour éviter qu'ils ne s'effondrent. Ça c'est quand même nouveau. Voilà, sur ce qui a été dit par Joseph, je ne peux qu'y souscrire doublement en tant que syndicaliste également, mais de l'UNSA, d'une organisation laïque. Je fais un petit clin d'œil. C'est la mise en concurrence. Petite précision, la CFTC est une organisation laïque, c'est-à-dire qu'elle est indépendante de tout parti, de toute église. Mais on peut aussi... Là, vous avez mis une croix sur le laïque, débat. on peut être laïque et imaginer que l'être humain n'est pas Bien que dans le matière, mais aussi une dimension spirituelle. Joseph Touzel, bien C'est dans sans le doute micro. la différence. Bien dans le micro. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous êtes d'accord avec... vous êtes totalement d'accord, finalement, l'UNSA, la CFTC, la Oui, fusion bien est sûr. proche. Sauf que c'est très intéressant de voir la Banque européenne qui rachète des dettes. Mieux vaudrait ne pas faire de dettes. Alors, moi, je pense qu'il faut... Je ferai quand même le distinguo sur le salariat et le capital. On est dans un système capitaliste qui est devenu sauvage, dans le sens que la mondialisation a permis ce genre de bénéfices. Et ce système capitaliste qui semble colossal est très fragile. Et on l'a vu lors de la crise de 2008. Et d'ailleurs, on a des comparaisons de crise en 1929, quand l'Amérique a plongé dans ce vendredi noir boursier. Jeudi noir Boursier, pardon. Ouais, c'est tout à fait juste. Voilà, ce jeudi noir. Et c'est drôle parce que la France, qui n'était pas investie comme l'était qui n'était pas compromise avec le marché financier comme l'était l'Allemagne, n'a pas plongé en 1929. Pourquoi? Parce que nous avions un capital de famille, un capital national. Nous avions des entreprises qui étaient assez protégées et une bonne industrie qu'aujourd'hui nous n'avons plus. C'est ça qui est très grave. Évidemment. C'est-à-dire qu'on fait des bénéfices colossaux, mais dans un pays où on n'a plus d'industrie. Et ces entreprises, pourquoi elles font autant d'argent? C'est parce que justement, elles bénéficient de la mondialisation. Et le pays dans lequel on se trouve souffre d'une mauvaise répartition justement des impôts de ces GAFAM qui font partie du CAC 40 et qui... les GAFAM ne sont pas dans le CAC 40. Non, mais ils sont dans le Nasdaq. Elles sont dans le Nasdaq, mais il y a des participations par les fonds, etc. Donc ils sont liés. Parce qu'ils sont cotés à New York au Nasdaq. C'est pour ça que le monde capitaliste est très fragile. Le monde capitaliste est très fragile, dans le sens que, comme vous le dites, la Banque centrale rachète nos dettes, mais jusqu'à quel montant? On est endetté jusqu'à quel montant? C'est-à-dire que si on fait le bilan comptable de la France, on est ruiné. On est complètement ruiné. Donc on a beau avoir des bénéfices colossaux de combien de 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. 100 milliards d'euros. Plus de 100 milliards d'euros. Plus de 100 milliards d'euros, ça paierait même pas notre dette, puisqu'on est à 3600 milliards de dettes, je crois, qui était augmentée encore pour la présidence de Macron, de quoi qu'il en coûte. Alors, en revanche, ce que je veux dire aussi, c'est que on a aussi anesthésié le travail par cette européisation. L'euro a complètement bloqué le pouvoir d'achat.
on nous a vendu l'euro en disant, vous allez voir, ça va être merveilleux, ça va être formidable, on va avoir plus de pouvoir d'achat, etc. Et oui, je sais que vous n'êtes pas content, mais c'est faux. Tout a augmenté avec l'euro. Le prix de l'essence, alors on vous dit, oui, les prix des carburants, mais attendez, il y a 80% de taxes sur le coût du prix de l'essence. 60, ouais. C'est pour ça qu'il y a des Français qui partent en Espagne ou en Allemagne pour faire le plein. Parce quand on habite à Perpignan ou à Hendaye, on va faire le plein de l'autre côté. Je témoigne. On a une très mauvaise gestion, si vous voulez, du coût de la vie en France, et les gens en souffrent parce que les salaires n'ont pas augmenté. Joseph Touvenel. Oui, alors c'est exact en partie, parce que la dette, elle est colossale, elle est trop importante, elle est très inquiétante avec le retour de l'inflation. Alors je vous coupe, il y avait Marc Touati, l'économiste, qui était hier chez notre ami André Berkoff entre 12h et 14h, qui disait que la version casino de la BCE, c'était bientôt terminé. Hein. Je vous redonne la parole et Boris Faure. Et donc c'est très inquiétant. Cela dit, on n'a pas à la rembourser pour demain matin quand même. C'est étalé dans le temps. Mais il faudra la payer quand même. Oui, d'accord. Si l'euro ne s'effondre pas d'ici là. Je préfère la payer dans la durée, qu'on cesse et qu'on la diminue, plutôt que nous dire c'est demain matin. Je reviens à ces 100 milliards qui me réjouissent, et ces entreprises qui ont explosé leurs bénéfices, et tant mieux. On en a par exemple une qui s'appelle la Société Générale, et une autre qui s'appelle Airbus. Je note que les mêmes viennent de licencier, de supprimer des effectifs, alors qu'ils n'ont jamais fait, depuis qu'elles existent, ces entreprises, autant de bénéfices. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans le système. Boris Faure. L'euro est aimé des Français, à tel point que d'ailleurs, vous remarquerez que les candidats en campagne, y compris Marine Le Pen, il n'y a plus personne pour dire qu'il faut sortir de l'euro. Donc sur l'euro, si on se rappelle ce qu'était la France avant l'euro, la France de l'inflation à 2 chiffres, donc la ruine des épargnants, et donc l'obligation en fait de faire galoper les salaires derrière l'inflation, je pense que l'euro, pour tout dire, a été plutôt une bonne chose. Les problèmes de l'économie française ne se résument pas à l'euro, même si on a perdu l'indépendance monétaire, mais là c'est pareil, plus personne ne la revendique en fait. L'euro nous a protégés pendant la crise en fait. Pendant les crises des l'euro n'a pas été attaqué sur les marchés. La Suisse n'a pas eu un franc suisse qui s'est écoulé parce qu'elle n'est pas rentrée dans l'euro. La Grande-Bretagne n'est jamais rentrée dans l'euro. Elle a fait le Frexit et elle s'en porte très bien économiquement. Brexit. Le Brexit, oui, j'ai dit. J'ai dit Frexit. Oui, voilà, j'anticipe. Donc si vous voulez, l'euro, pour le moment, c'est un bouclier qui fonctionne. Mais il a des failles et il va s'écrouler à un moment ou un autre. Et vous aurez beau dire, bah oui, c'était là. Ben non. Je pense qu'on a commis une erreur d'y aller. C'est vrai que c'est très difficile d'en sortir, et c'est pour ça que Éric Zemmour, il a dit j'écarte, c'était une erreur d'y aller parce que c'était aligné sur le Deutsche Mark de l'époque, et c'est vrai que c'est très compliqué d'en sortir. Mais moi, je dis pas qu'il faut en sortir comme ça. Moi, je dis qu'il vaut mieux sortir de manière honorable de l'Union européenne, et l'euro s'écoulera de lui-même comme un fruit pourri qui tombera de l'arbre. Je peux vous délester de vos euros si vous avez dans la poche. Il accepte tout, liquide, chèque, carte de crédit. Sophie Audugé, une remarque? Non, mais je suis assez d'accord sur la problématique de l'industrie française qui doit être redéployée de manière absolument urgente. Et moi, je suis assez atterrée de cette stratégie du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron. J'espère qu'au moment de voter, les Français y penseront, parce que c'est une stratégie du quoi qu'il en coûte qui n'a mis que très peu d'euros dans l'investissement. On a payé les gens pour rester chez eux, en fermant leur restaurant, donc l'investissement a été limité, c'est clair. On a payé des tests, des trucs comme ça. Qu'est-ce qui va rester demain? Est-ce que ça a permis d'améliorer l'hôpital? Pas du tout. Est-ce que ça a permis d'apporter quelque chose à l'école? Pas du tout. Et dans le même temps, ce sont ces aides qui étaient nécessaires, mais qui sans doute auraient quand même dû être mieux ciblées, qui permettent à un certain nombre d'entreprises de nous déclarer les bénéfices qu'ils déclarent. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une grande contradiction, puisqu'il y a des aides de l'État qui ont été données, ce qui, en partie, permet à ces entreprises du CAC 40 de développer leurs bénéfices. Je parle bien des bénéfices. Ils ont plus augmenté leurs bénéfices dans cette période de crise que leur chiffre d'affaires. C'est quand même, c'est fabuleux, ça. C'est-à-dire qu'en période de crise, et je parle des très grosses, parce que pour le commerçant, l'artisan qui était fermé, etc., c'est pas du tout la même chose. Mais pour les très grosses dont je parle avec le CAC 40, mais qui mènent quand même, c'est eux qui bénéficient des marchés financiers. Et pour revenir au salaire, l'État est obligé aujourd'hui, pour que les gens puissent vivre, de donner des primes, de payer des primes. Donc nous, par nos impôts, parce que des salaires sont trop bas, on donne des primes. Il y a des primes qui sont données pour ceux qui ont des faibles rémunérations. Le système ne va pas normalement par mon travail. Je dois pouvoir vivre dignement, et c'est pas à l'État et à la collectivité nationale de venir par mes impôts payer un supplément.
Mais alors, je voudrais vous poser une question qui est un peu double d'ailleurs. Vous parliez de Dyson, le fabricant d'aspirateurs britannique qui est parti en Malaisie. Quand vous avez parlé de la Société Générale, quand vous êtes coté en bourse et que vous avez des actionnaires qui vous demandent ce qu'on appelle un peu trivialement des rentas à 2 chiffres, c'est-à-dire un bénéfice supérieur à 10% du chiffre d'affaires, est-ce que vous pouvez augmenter les salaires ? D'abord, c'est une des raisons qui fait que je suis attaché à notre système de retraite tel qu'il est, pour éviter de passer par des fonds de pension, parce qu'aujourd'hui, ceux qui demandent les taux les plus importants, ce sont les retraités des États-Unis. Oui. Parce qu'ils veulent des retraites fortes. Et surtout, ils ont une inflation à 7%. Donc, ils demandent des augmentations de retraite cette année. Là, oui. Ça devient totalement fou. C'est-à-dire que l'entreprise la mieux cotée sur les marchés, celle que tous les économistes vont conseiller, c'est celle qui a le meilleur rendement. Celle qui a le meilleur rendement, c'est celle qui exploite le plus les hommes et les femmes. Sauf ceux qui se mettent dans la haute technologie, etc. Mais en gros, sur les métiers de production, parce que sinon, ils sont décotés sur les marchés. Il y a une réalité sous Macron, c'est que Emmanuel Macron n'aime pas le dialogue social et n'aime pas tellement les syndicalistes. Et malheureusement, quand il y a des avancées sociales dans ce pays, ça va peut-être faire frémir les hommes de droite qui sont autour de cette table, mais c'est souvent grâce à la négociation collective et grâce, en fait, à l'action des syndicats. Donc pas par la lutte des classes. Ah, ça réjouit le syndicaliste que je suis. J'en suis entièrement d'accord. Marx sort de ce corps. Non, mais il faut un peu de résurgence Joseph Touvenet, oui, socialo-communiste, parce que c'est vrai que c'est frustrant les sondages, c'est vrai, je comprends. Moi, je comprends cette réaction de survie. On n'a plus rien à perdre. Oui, on peut tout se proposer. Moi, j'ai compris, c'est acceptable, c'est louable. Non, Joseph Touvenet. On ne négocie quasiment plus au niveau national et c'est absolument regrettable. Par contre, ce qu'on oublie, ce qu'on ne dit pas, parce que ça ne fait pas l'actualité tous les jours, c'est que tous les jours, dans des milliers d'entreprises en France, il y a des accords, des bons accords, ou même sans que ce soit des accords signés, il se passe des bonnes choses entre les salariés, les patrons, et quand c'est les plus grosses entreprises, entre les représentants du personnel, les syndicats, mais on n'en parle jamais. Et c'est ce qui maintient notre tissu. Mais justement, oui, Boris Faure. Non, mais c'est tout à fait vrai. Parce que je voulais faire une Cet remarque. homme de la CFDT dit des vérités. Il n'y a Vous pas allez plus de prendre ça, votre carte finalement. au rythme où Je vais prendre 2 cartes. Non, je voudrais poser une question. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une grande fracture entre les grandes entreprises où il y a souvent de l'intéressement, de la participation, etc., et les PME? Parce que quand on parle des 100 milliards de bénéfices du CAC 40, c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, mais qui en général ont un peu la tendance à pressurer ou pressuriser, non c'est pressurer, à pressuriser c'est pour les avions, à pressurer leurs fournisseurs qui sont des PME, et qu'on a vraiment une France à 2 vitesses, ou alors il faudrait peut-être pas revenir 50 ans en arrière, on parlait des années 70, à la proposition de la nouvelle société de Chaban-Delmas, qui, oui, mais c'était vrai, c'était Il était très bien coiffé, j'adorais moi ses cheveux en arrière comme ça. Vous et moi on a à peu près la même coupe que lui, avec un peu moins de cheveux. Plus Philippe Deveux d'ailleurs. Moi j'aimais bien quand il libérait la France avec la 2e DB. Voilà. Oui, non mais est-ce que finalement on se dit que 50 ans plus tard, c'était pas une vision de la société qui était intéressante? Une des raisons qui fait la différence avec l'Allemagne est sans doute que plus on décroche le patron, le véritable décideur de l'entreprise, de ceux qui sont les salariés, plus les choses se diluent sur le côté humain et aussi sur le côté financier. C'est-à-dire que la financiarisation du monde qui fait que les gens qui prennent des décisions sont très loin de l'outil de travail. D'abord, ils ne le connaissent plus. Ils savent plus ce que c'est que telle entreprise, telle industrie, et ils sont très loin des hommes et des femmes. Alors que dans la PME, on reste proche de ses salariés. On connaît son métier. Et ça, c'est une grosse différence. Effectivement, avec la sous-traitance, les patrons de PME sont pris à la gorge et ne peuvent pas faire ce qu'ils voudraient faire parce que le donneur d'ordre, quand il leur donne 70% du chiffre d'affaires, il impose tout. Il y a aussi un problème dans donneur d'ordre et sous-traitant. Il n'y a pas que ça aussi. Je veux juste rajouter qu'on a quand même 50% des salariés français qui sont des fonctionnaires et qu'aujourd'hui, la façon dont moins. Bon, enfin bon, c'est... On est à quel aimerait, pourcentage en fait, exactement? mais non. C'est votre côté soviétique. Combien je déchire. Non, mais quand vous regardez à l'hôpital, par exemple, tous les systèmes de procédures administratives, je suis désolée, mais ce que vous évoquez sur la grande entreprise, nous, que ce soit à l'hôpital ou à l'école, moi j'étais ce matin avec une directrice d'école qui a fondé un collectif de 30 directrices d'école, qui sont, enfin directrices et directeurs d'école, qui ont écrit à Emmanuel Macron parce qu'ils sont complètement au bord enfin je veux dire plus qu'au niveau du burn-out, hein, je veux dire on a eu malheureusement l'affreux suicide d'une directrice d'école il n'y a pas si longtemps. Oui. Je veux dire parce qu'à un moment,
quand vous dites qu'ils connaissent pas le travail, mais on a exactement le même problème aujourd'hui dans les grandes administrations françaises, que ce soit à l'hôpital ou à l'école. Hein. Je veux dire, il faut voir quand même. Nous sommes d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a la petite entreprise qui devient aujourd'hui quelque part le maillon le plus efficace et le plus représentatif de la relation du travail et de l'objectif d'une entreprise, c'est-à-dire de faire de la croissance et de l'économique. Et puis, à côté de ça, on a de la très grosse entreprise. En schématisant, l'hôpital manque de médecins, d'infirmières, de soignants, de personnel qui s'occupe des personnes. Et il y a une multitude de postes pour faire des rapports, des machins, des trucs dans tous les sens, ce qui nous coûte très cher. Philippe Leveul, un mot très court. Ouais, Boris Faure, un mot très court. On a 40 ans de retard sur certains domaines de l'administration. Et le problème, justement, de l'hôpital, etc., ça a été dicté par l'Union européenne qui nous a donné des injonctions pour réduire nos hôpitaux et notre personnel hospitalier. Oui, absolument. Et c'est parce que, justement, nous sommes obsédés que nos politiques, hein, je ne me pas le mettre dans le lot, puisque vous avez compris que j'étais pas vraiment pour l'Union européenne, mais je crois que l'obsession de nos politiques, c'était justement de se raccrocher à l'Union européenne, qui a favorisé tout ce système et ce mécanisme mondialiste capitaliste. Et c'est là-dessus, ça nous a vidé de notre substance, cette obsession. Et vous savez quoi? Ceux qui payent le gros prix, je termine, le grand prix de ça, c'est nos camarades de gauche, parce que c'est eux de la gauche, qui en fin de compte a favorisé ce système, et aujourd'hui, ils sont vidés de leur substance, avec une droiche. Une droite qui a continué Vous n'auriez pas du schnorr par hasard? Moi qui suis de proche, je vais vous répondre. Non, je pense que il ne faut jamais opposer l'entreprise et l'administration. Les deux sont capables de se réformer, en fait. Il n'y a rien d'impossible. Ce n'est jamais que des hommes et des femmes. Donc voilà, je pense qu'on ne doit pas opposer dans ce pays. Si on opposait la droite et la gauche, vous voyez. Je fais un constat. Oui, mais on rit. Mais c'est ça le problème de Pécresse. Pourquoi elle tombe dans les sondages? Elle a un parti où vous avez des gens de gauche et des gens de droite et de droite. Et de gauche. Voilà. Donc c'est difficile à faire l'union là-dedans, d'avoir une cohérence. Le mot de la fin, Joseph Touvenel, très très court. Sans opposer l'administration et le privé, on note quand même que dans l'administration, il y a des gens qui font des carrières sans prendre leurs responsabilités et qui, du coup, n'exerçant pas leurs responsabilités, on a une surdimension de système administratif en France qu'on trouve moins dans les entreprises. Merci beaucoup, Joseph Touvenel, secrétaire confédéral de la CFTC. Verdict sur Twitter: le capital rapporte-t-il trop par rapport au travail? Ça va faire plaisir à nos vraies voix de gauche, puisque vous êtes 86,3% à dire oui. Le quiz de la présidentielle, ça vous dit les vraies voix? Allez. Eh ben c'est dans quelques instants.